Je suis allé voir dans un dictionnaire quelle était la définition d'un arbitre. Donc un arbitre, c'est une personne qui, dans le cadre d'un jeu, veille au respect des règles. Alors je me suis dit, bon, est-ce qu'on a ça en entreprise? Quelqu'un qui veille au respect des règles. Alors oui, il y en a. Vous avez des gens comme les commissaires aux comptes qui vérifient que les comptes sont bien tenus. Vous avez les fameuses agences de notation qui vérifient qu'il y a des règles prudentielles. Vous avez des prud'hommes qui vérifient que le droit du travail est respecté. Quelquefois, vous avez des magistrats qui, alors là, il faut espérer que ça n'arrive pas trop souvent, vérifient l'application d'autres règles. Mais bon, c'est des situations un peu exceptionnelles quand même dans la vie des entreprises. Dans la plupart des cas, en fait, il n'y a pas quelqu'un qui définit véritablement quelle doit être la règle concurrentielle. J'ai même un peu l'impression, en tant que prof de stratégie, que la stratégie, ça consiste justement, quelquefois, à inventer des nouvelles règles et à ne pas suivre les règles qui existaient auparavant. Juste deux exemples que je voudrais vous donner par rapport à ça. Le premier, c'est Nike. Donc, vous savez, si vous êtes un tout petit peu snob, il faut l'appeler Nike. Hein. Et si vous êtes encore plus snob, c'est Nike, parce que c'est du grec. Mais enfin bon, ça peut parfois être un peu difficile à prononcer. Vous savez que Nike a été fondé par Phil Knight, qui était un étudiant en business de l'université de Stanford à la fin des années 60. Et en dehors du fait qu'il était étudiant, Phil Knight, il était athlète. Il était coureur de demi-fond. Comme tous les athlètes de son époque, Phil Knight portait des chaussures allemandes. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le marché de la chaussure de sport mondial est un duopole entre deux entreprises allemandes, Adidas et Puma. Alors, drôle d'histoire d'ailleurs, hein, enfin, je suis sûr que beaucoup de gens dans cette salle la connaissent, c'est qu'au départ, c'est une seule entreprise qui avait été fondée par deux frères avant la Deuxième Guerre mondiale, les frères Dassler, ça s'appelait la Dassler Schuhfabrik. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, les deux frères Dassler se sont fâchés. On n'a jamais très bien su pourquoi d'ailleurs, c'est un peu mystérieux. Et ils ont décidé de se séparer. Et le grand frère, Adolf Dassler, qui pour des raisons marketing évidentes, après la guerre, se faisait plus appeler Adolf, mais Adi, a créé la marque Adidas, donc Adolf Dassler. Le petit frère, Rudolf, aurait pu créer la marque Rudidas, mais il a préféré créer la marque Puma. Et ils ont pris l'usine principale en Bavière, ils ont fait un mur au milieu. Alors c'était en Allemagne dans les années 50, c'était assez tendance comme truc. Enfin bon, en même temps un peu spécial. Et à partir de cette entreprise coupée en deux, eh bien, ils ont contrôlé le marché mondial de la chaussure de sport. Et quelle est la règle qu'ils avaient définie en termes de concurrence à l'époque? Ils avaient trouvé un truc extrêmement intelligent, nos deux frères ennemis. Ce qu'ils avaient fait, c'est que les clients, c'était les athlètes. Et donc, il fallait convaincre les athlètes d'acheter leurs produits. Et donc, ils étaient allés voir les fédérations sportives et ils avaient défini avec les fédérations sportives ce que devaient être les tenues officielles. Et si les athlètes ne portaient pas la tenue officielle, eh bien, leur performance n'était pas accréditée par la fédération. Et suivant la capacité de conviction respective des deux frères, eh bien, la tenue officielle ressemble soit beaucoup à du du Puma ou du Adidas. Et donc, comme ça, ils tenaient le marché avec une règle qu'ils avaient établie. Et donc, lorsque notre jeune entrepreneur, Phil Knight, arrive là-dedans, il se rend compte très vite qu'il ne pourra pas jouer en suivant cette règle-là, parce qu'il est beaucoup moins bien implanté auprès des fédérations. Donc, désolé, Phil, tu ne seras pas un grand vendeur de chaussures de sport. Sauf si j'accepte pas de suivre cette règle-là et que j'en invente une autre. Sauf si, par exemple, je me dis, tiens, je ne peux pas vendre les chaussures aux athlètes, alors je vais les vendre au grand public. Ah, mais il y a un problème, c'est que le grand public, il ne fait pas de sport. Ouais, sauf si je leur vends des chaussures de sport, pas pour qu'ils fassent du sport, mais pour qu'ils marchent dans la rue avec. Et ça, pour le coup, c'est quand même une réinvention de la règle de concurrence assez violente. La preuve en est d'ailleurs, c'est comment les Allemands ont réagi à ça. Colossale rigolade, hein. C'est-à-dire que l'idée que des gens se baladent dans la rue avec des chaussures de sport paraissait complètement grotesque. Bon, Phil Knight, il a multiplié le marché de la chaussure de sport par 40 à peu près, et il a failli tuer les deux Allemands. Deuxième exemple, Jean-Claude Decaux. Je ne sais pas si vous savez ce dont rêvait le jeune Jean-Claude quand il était petit, mais son rêve d'entrepreneur à lui, c'était d'être afficheur. Il voulait être afficheur, ce monsieur. Et il y a une règle de la concurrence quand vous êtes afficheur, c'est que si vous voulez être afficheur, il faut être propriétaire des bons emplacements. Ça ne se met pas n'importe où, les affiches. Les affiches, ça se met là où les gens ils attendent. Ça se met au carrefour, ça se met sur les bus, ça se met en face des endroits où les gens attendent le bus aussi, peut-être. Et le petit Jean-Claude fait son étude de marché et il se rend compte que tous les bons emplacements pour mettre des affiches sont déjà pris par des gens bien plus riches que lui. Donc s'il suit la règle, désolé, il ne pourra pas gagner. Sauf s'il met ses affiches devant les affiches des autres. Mais ça, c'est pas possible. Il faudrait carrément les mettre sur le trottoir, les affiches. Et ça, on ne le laissera pas faire, mettre des affiches sur le trottoir. En plus, il faudrait qu'il les mette à un endroit, là encore, où les gens attendent. Et puis en réfléchissant à ça, il finit par se dire, j'ai qu'à dire que je fais un truc qui permet aux gens d'attendre. Qu'est-ce qu'ils pourraient bien attendre d'ailleurs sur le trottoir? Le bus.
Pour satisfaire les municipalités, je vais l'offrir aux municipalités et je m'en servirai pour mettre mes affiches. Et donc, l'abribus a été inventé par Jean-Claude Decaux essentiellement pour pouvoir mettre ses affiches devant les affiches des autres. Quelle était la réaction des principaux afficheurs? Là encore, comme les Allemands tout à l'heure, ils ont drôlement rigolé. Ils se sont dit, nous, on n'a pas besoin de ça, on est propriétaire des emplacements. On maîtrise tout à fait la règle existante. Et évidemment, comme vous le savez, là encore, ils en ont beaucoup souffert. Et donc, il y a quelque chose d'assez particulier en stratégie qui veut que une stratégie gagnante, c'est souvent une stratégie qui réinvente des nouvelles règles et qui ne suit pas forcément les règles existantes. D'où le problème, évidemment, dans ce cas-là, de trouver ce que peut être un arbitre. Forcément, si le jeu, c'est de réinventer les règles, imaginez ce qui se passerait sur les terrains de sport si tout le monde réinventait les règles en permanence. Donc, ouais. En plus, il y a un truc qui est encore plus embêtant, c'est que si en entreprise, vous vous dites « Ah ben non, il y a des règles établies et je vais maintenir les règles et je vais continuer à évoluer en fonction de comme ça a toujours été », là, ça peut vous mettre dans une situation vraiment ennuyeuse. Il y a un modèle extrêmement élaboré, un modèle théorique très complexe qu'on utilise en stratégie pour définir ça, c'est le modèle de la dinde. Imaginez une dinde. Mais cette dinde a une capacité intellectuelle particulière. C'est une dinde inductiviste. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que l'inductivisme. C'est la capacité à tirer des enseignements généraux de votre expérience passée. Et cette dinde, elle a cette capacité-là. C'est une dinde particulière, il faut le reconnaître. Et elle observe son expérience passée. Et elle se dit, on me traite de mieux en mieux. On me nourrit de mieux en mieux. Le fermier est de plus en plus attentif à mon confort et à mon bien-être. Et donc la dinde, elle en tire des enseignements généraux. Donc elle fait un espèce de schéma où elle met, ici vous avez son bien-être, et puis en horizontal vous avez le temps. Et elle voit qu'au cours du temps, son bien-être augmente. Et vu qu'elle est inductiviste, elle continue cette règle qui a été établie. Et donc elle poursuit son bien-être et elle pense qu'elle va finir sa vie dans une espèce de nirvana dindinesque où tout ira bien pour elle. Le problème, c'est que c'est une dinde. Et nous, on n'est pas des dindes. Et donc nous, on peut rajouter une information tout à fait intéressante qui est l'échelle de temps. Et si on rajoute l'échelle de temps, ça donne quelque chose comme octobre, novembre, décembre, 24 décembre. Et là, brutalement, dans la règle établie pour toujours pour la dinde, se passe ce qu'on appelle en stratégie une disruption. C'est-à-dire que brutalement, son devenir va connaître quelque chose de significativement différent. Je veux dire simplement par là qu'en entreprise, si vous construisez votre futur en vous appuyant sur la prolongation simplement des tendances du passé, vous avez un risque non négligeable de vous retrouver dans la situation de la dinde. Il faut faire attention à ça. On a une capacité de prédiction en général qui se limite beaucoup et vite. Et si on l'oublie, on peut avoir des problèmes rapidement. Donc, de quoi je peux bien vous parler? Je me suis dit qu'il y avait quand même deux arbitres incontestables en entreprise. Il y avait deux situations d'arbitrage où là, je le sentais quand même un petit peu mieux. La première, c'est tout simplement les managers. Oui, les managers, ce qu'ils doivent faire, notamment les dirigeants, et moi je vois bien ce qu'ils font en stratégie, c'est qu'ils doivent arbitrer entre différents choix. Leur travail consiste essentiellement à décider, voilà, j'ai des ressources, j'ai un volant de ressources en général, quand je dirige une entreprise, j'ai des ressources humaines, j'ai des ressources financières, j'ai des ressources physiques, j'ai des ressources technologiques, tout un portefeuille de ressources, et je vais les mettre où? Et ce choix est fondamental. Beaucoup d'entreprises ont une stratégie qui est mauvaise parce qu'elles n'ont pas bien fait ce choix-là. Elles en ont mis un peu partout, elles ont saupoudré. Et le résultat, c'est qu'elles se retrouvent avec un portefeuille d'activité qui est un peu foutraque, un peu obèse, enfin en tout cas qui n'est pas bien élaboré. Le vrai choix, ça va être de décider donc qu'est-ce qu'on va faire. Et d'ailleurs, pour être tout à fait précis, la vraie définition intéressante de la stratégie, c'est de décider de ce qu'on ne fera pas. Quelles sont les allocations de ressources qu'on refusera de faire? Petite chose qu'on remarque très fortement chez les dirigeants d'entreprise, c'est toujours facile de dire oui en entreprise, quand on a les moyens, évidemment. S'il y a un concurrent qui se lance dans une nouvelle activité, on y va. S'il y a un client qui demande quelque chose, on y va. Si la réglementation a évolué et permet de faire quelque chose de nouveau, on y va. Ça, c'est pas très difficile. Ça y est, c'est mon tour. Ce qui va être vraiment difficile, c'est lorsque vous pourriez faire quelque chose, mais vous décidez de ne pas le faire. Parce que là, il va falloir fournir des explications. Mais attendez, vous pourriez faire ça et vous ne le faites pas. Pourquoi vous ne le faites pas? Et l'explication que vous allez donner à ça, c'est une assez bonne approximation de ce qu'on peut appeler votre stratégie. Il y a un dicton d'entrepreneur qui est célèbre, qui dit « Si tu dis toujours oui à tout, tu peux faire du chiffre d'affaires. Mais si tu veux faire du profit, il faut savoir dire non. De temps en temps, en tout cas. » Parce qu'en faisant tout, on fait tout mal. Et le vrai comportement stratégique authentique, c'est de décider de ce qu'on ne fera pas et donc d'arbitrer sur les choix d'allocation de ressources. Et en cela, je considère que les managers peuvent être considérés comme des arbitres. Bon, ok. Maintenant,
il y a un autre arbitre qui me paraît absolument fondamental dans le jeu concurrentiel et qui, je crois, est même l'arbitre ultime, qui est le seul qui est véritablement essentiel et avec lequel vous ne pouvez pas tricher parce que c'est lui qui décidera de ce qui va vous arriver. Si vous lisez les médias, ou si vous les écoutez, je ne sais pas si on les lit encore d'ailleurs, eh bien, vous verrez qu'ils nous racontent tout le temps que c'est le pouvoir des actionnaires qui est terrible. Les actionnaires, semble-t-il, dirigeraient le monde. Moi, très honnêtement, je crois que ce n'est pas eux qui ont le pouvoir le plus important dans les entreprises. Ceux qui peuvent décider par leur choix de la vie ou de la mort d'une entreprise, de son succès planétaire ou de son effondrement immédiat, c'est les clients. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire d'ailleurs quand on y réfléchit, c'est que pour faire de la rentabilité dans une entreprise, pour faire de la valeur ajoutée, pour créer des richesses, il y a un moment où vous allez accumuler toute une série d'actions qui ont un coût, et puis au bout, vous allez vendre ça à un prix qui va être supérieur au coût que vous avez additionné. Et le client va décider si le prix que vous lui proposez, il l'accepte ou il ne l'accepte pas. Et cet arbitrage d'accepter ou de refuser le prix que vous proposez est essentiel parce que c'est ce qui fait notre prospérité collective. Et donc le client est finalement l'arbitre ultime sur toutes les décisions d'entreprise. Et ce choix est quelquefois étrange. Comment ça se fait que le client, par exemple, va accepter sans problème d'acheter un téléphone à 700 € alors qu'il va tiquer maintenant quand il a un billet d'avion à 40 ? Enfin, il y a une capacité à essayer de créer cette valeur dans l'esprit du client qui est assez étonnante, surprenante, et qui, à mon avis, correspond quand même à une chose qui, alors là, pour le coup, par rapport à l'arbitrage sportif, me semble assez éloignée, mais je serais intéressé d'en discuter avec vous. Je crois que le client, fondamentalement, il faut arriver à le séduire. Et je voudrais faire un parallèle intéressant, c'est que, vous l'avez certainement remarqué, en entreprise et quelquefois aussi en sport, on utilise assez souvent des métaphores guerrières. On parle de conquête, on parle de cible, on parle d'attaque, on parle de tactique, etc. Et donc il y a un espèce de champ lexical d'affrontement guerrier qui est mobilisé. Il y a une analogie systématique entre la stratégie d'entreprise et la stratégie militaire. Si vous voulez mon avis, cette analogie est fausse. Elle ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une variable essentielle, fondamentale dans la stratégie d'entreprise qui n'existe absolument pas dans la stratégie militaire. Et cette variable, on en a parlé, c'est le client. En stratégie militaire, il faut anéantir l'adversaire. En stratégie d'entreprise, il faut séduire le client. Après tout, si les concurrents vont bien, mais que nous, on a séduit le plus possible de clients, il n'y a pas de problème, on peut très bien vivre tous ensemble et il n'y a pas de nécessité à anéantir l'adversaire. Alors pourquoi est-ce qu'on a une métaphore guerrière ? Je crois tout simplement parce que la stratégie a été inventée dans les années 50 par des hommes qui pour la plupart avaient servi sous les drapeaux auparavant et donc ils ont naturellement utilisé une métaphore guerrière. Je crois que cette métaphore est fausse et en stratégie, il faudrait plutôt parler de séduction, de cet arbitre ultime donc qui fait le succès ou qui fait l'échec, qui est le client. Et suivant si on aura su le séduire ou pas le séduire, on aura du succès ou on n'en aura pas. Et en y réfléchissant bien, je me dis que c'est à peu près la seule règle à laquelle vous ne pouvez pas déroger. Quoi qu'il arrive, votre arbitre ultime, si vous êtes en entreprise, ce sera donc le client. Je vous remercie pour votre attention.